Bonne journée. Ça va? Seulement... Oui. Seulement... Oui. J'attendais dans le hall de la gare cet après-midi après mon rendez-vous. Attendais mon train. Quand cet homme s'est approché de moi et a dit « Vous n'auriez pas vu une petite fille à peu près haute comme ça ?» Je l'ai perdue. Perdu? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit comment ça, perdu? À quoi ressemblait-elle? Il répond « Je vous ai dit, elle est à peu près haute comme ça et elle porte un jean rose. » J'ai dit « Eh bien, dans ce cas, je viens d'apercevoir. » Elle se dirigeait vers la station de taxi avec une femme qui avait l'air d'une infirmière. Je ne peux pas affirmer que c'était une infirmière, mais elle semblait porter un uniforme sous son manteau. Alors il a dit « Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés ?» C'était pas à toi de les arrêter? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Mais bien sûr que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je lui ai dit, c'est « Eh bien, appelons la police. » Et c'est alors qu'il s'est ravisé. Non, 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 ce n'était pas du tout aussi sérieux qu'il me l'avait laissé croire. Parce que la fille était sa fille. Et la femme, qui, j'avais raison, était infirmière dans un hôpital voisin, le Middlesex, était sa belle-sœur. La fillette, car il venait juste de descendre du train, avait été amenée pour être confiée à sa belle-sœur. Mais l'homme, le père, avait décidé au dernier moment d'acheter un agenda à sa petite fille. Il était donc entré dans un magasin pour acheter un agenda à sa petite fille. Mais quand il est sorti avec l'agenda, espérant son baiser, elles étaient parties. Son baiser? Oui, un baiser d'adieu. Je veux dire de sa petite fille. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à un baiser d'adieu de la part de sa belle-sœur parce que sa belle-sœur le détestait. Ce qui explique, en y réfléchissant, pas moi je veux dire lui en y réfléchissant, peut-être pourquoi, dès qu'il s'était trouvé hors de vue, elle en avait profité pour traîner la petite fille dehors. Quoi? Elle a été traînée? Non, mais elles se sont éloignées en vitesse. Peut-être pas vite pour l'infirmière, mais vite pour la petite fille. C'est pourquoi tu as remarqué son jean? Tout juste. Parce que ces jambes étaient forcées d'aller vite, tu veux dire, pour se maintenir à la hauteur de cette femme. Cette infirmière, cette tante qui la traînait vers la station de taxi. Enfin non, j'ai dit, elle ne la traînait pas. Mais oui, j'ai certainement remarqué le jean. Et toi? Comment était ta journée? Ma journée était bonne. Seulement, ma carte ne passait pas. Il m'a fallu 15 minutes pour rentrer dans mon propre immeuble. Oh non, pourquoi ça? Eh bien, j'ai frappé à la vitre, et la seule personne présente à l'intérieur était une femme de ménage. Alors elle s'est approchée de la vitre, et j'ai montré ma carte, et lui ai indiqué bien sûr ma photo sur la carte, mais la femme de ménage s'est contentée de hausser les épaules. Ce qui est bizarre, parce que je connais très bien toutes les femmes de ménage. Et alors tu fais quoi? J'ai sonné à la sonnette jusqu'à ce que quelqu'un vienne. C'est quoi? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, pourquoi? C'est juste la façon dont tu as dit c'est quoi? Tout va très bien. Parfait. Tout va très bien. Parfait. Je suis contente que tout aille bien, parce que je voulais te montrer ça. C'est quoi? L'agenda. Il m'a donné l'agenda. Oui. J'ai dit, vous ne devez pas me le donner. C'est pour votre fille. Car bien sûr, l'idée était que sa petite fille note toutes ses pensées et ses sentiments concernant ce grand bouleversement dans sa vie. Quel grand bouleversement dans sa vie? Quitter son père, bien sûr. Vivre avec sa tante. Tu n'as pas écouté? Est-ce qu'il démarre en janvier? Quoi? Est-ce qu'il démarre en janvier? Oui, c'est juste un agenda ordinaire. Tu vas faire quoi avec? Je ne sais pas. Écrire dedans. Je ne sais pas. Écrire quoi? Je te l'ai dit, je n'en ai aucune Il te idée. l'a tout simplement donné. À l'homme, cet homme, il te l'a tout simplement donné. Enfin non, pas là, immédiatement, forcément, en pleine guerre de Waterloo. Il m'a demandé s'il pouvait me parler. Alors à cause de ce qui était arrivé, la petite fille et tout ça, le fait que je l'avais vu se diriger comme ça vers les taxis, j'ai senti que je n'avais pas vraiment le choix. Et j'en ai été ravie après coup, parce qu'il s'est trouvé que je le connaissais. Tu le connaissais? Oui. Enfin, je ne le connaissais pas, mais je savais qui il était. Oh. Oui. Enfin oui, c'est cet écrivain dont tout le monde parle. Enfin, pas tout le monde, naturellement, mais les gens qui savent, les gens qui connaissent la littérature. Alors bien sûr, c'était tout à fait fascinant. C'était tout à fait fascinant de me trouver assise dans un café avec cet écrivain dont tout le monde parle. Parce qu'il n'accorde jamais d'interview, mais là, il était là, assis dans ce café, et il m'ouvrait son cœur. À propos de son séjour en prison. Et la torture là-bas. Mais très simplement, juste une conversation normale, exactement comme celle que nous avons en ce moment. À propos de la torture. À propos de la bassine posée sur le sol en ciment.
Tout ça très simplement. Et l'enfant, bien sûr, sa petite fille, les espoirs qu'il nourrissait pour elle, ce qui le rendait triste. Pourquoi est-ce ainsi, m'a-t-il dit? Pourquoi sont-ce nos espoirs qui nous rendent tristes? Même là-bas, dans le noir, dans la cellule. Raison pour laquelle il essayait de ne pas en avoir de l'espoir, je veux dire. Je crois que j'ai bien compris ça pendant tous les jours et les nuits où il attendait qu'il vienne. Juste attendait et attendait qu'il vienne. Il. Ces tortionnaires. Je vois. Ceux qui étaient déterminés à J'ai eu la briser sa visite de volonté. Bobby aujourd'hui. Oh, Bobby Williams? Oui, Et qu'est-ce que voulait Bobby Williams? juste te dire bonjour. Enfin, non. Pas simplement dire bonjour. Il est venu dans mon bureau parce qu'il voulait me parler d'un déjeuner qu'il a eu avec Jeannette. La semaine passée, il a, semble-t-il, déjeuné avec Jeannette. Et selon Jeannette, la division nord-américaine va entamer une restructuration. Et l'intuition de Jeannette, c'est que s'ils ont commencé à restructurer en Amérique du Nord, ils ne vont pas tarder à le faire ici. Oh, Et bien sûr, il s'est arrangé pour donner l'impression qu'il s'inquiétait de ce qui pouvait nous arriver à moi et ma famille, mais la vérité, c'est qu'il voulait me voir flancher. Et en vertu de sa relation avec Jeannette, que j'hésiterais à qualifier de sexuelle, mais en vertu de cette chose, quelle qu'elle soit, cette intimité, leur déjeuner, eh bien, en vertu de ça, l'emploi de Bobby est protégé, alors que le mien, étant donné la situation dans les territoires nord-américains, est à l'évidence beaucoup plus vulnérable. écoute, si les changements s'avèrent aussi radicaux, alors même Jeannette ne sera pas en mesure de protéger Bobby pour la simple raison que Jeannette elle-même sera vulnérable. Oui, mais Jeannette est très maline. Et je ne dis pas qu'elle est irremplaçable, hein. Personne n'est irremplaçable. Mais elle a trouvé le moyen de s'imprimer dans le cerveau des gens. Je veux dire, supposons simplement que cet après-midi, au lieu d'avoir rencontré cet homme à la gare de Waterloo, tu aies rencontré Jeannette. Et que ce soit Jeannette qui t'a amené à ce café et t'ait raconté cette histoire ridicule à propos de la petite fille et de l'infirmière et à propos du fait d'être torturé dans une bassine où Dieu sait ce que cet homme a essayé de te faire croire. Hein. Eh bien, pendant ces 2 heures au café, car j'imagine que tu as bien passé 2 bonnes heures avec lui, mais pendant ces 2 heures, Jeannette aurait trouvé le moyen de s'imprimer dans ton cerveau. Tu serais ressorti de ce café et indépendamment de son histoire ridicule, ou même qui sait grâce à elle, tu te serais dit que Jeannette, j'ai déjà eu l'occasion de voir ça, était essentielle à la survie de ton entreprise. Tu me parlerais à présent. Tu aurais, comme tu dis, une conversation normale avec moi à présent. Mais dans ta tête, il y aurait ce courant, ce flux de considération concernant Jeannette. Jeannette et son analyse du marché. Jeannette et sa vision stratégique. Jeannette et sa capacité à penser en dehors des sentiers battus, blablabla. Et une fois ce courant lancé, il te serait impossible de la chasser de tes pensées. De la façon, par exemple, dont tu auras presque certainement chassé cet homme. Ah, Oui, un flux de considération. oui. Mais tu ne saurais pas pourquoi. Car après tout, Jeannette est d'apparence très ordinaire. Vraiment? Et pourtant, elle a ce pouvoir. Sur les hommes. Sur quoi? Ah non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Je veux dire sur tout le monde, hommes et femmes. Donc tu es en indifféremment. train de dire que tu pourrais perdre ton emploi? Je dis simplement ce que Bobby m'a dit sur ce que lui a dit Jeannette au cours d'un déjeuner. Ça signifie pas que je vais me suicider. J'ai pas prévu de me pendre à un arbre, si c'est ce que tu penses. Hein. Il y a, comme j'en ai bien conscience, 2 petits enfants qui dorment dans cette maison. Et je n'ai pas l'intention de les laisser sans père. Pas plus que je suis disposé à laisser quelqu'un promenant son chien découvrir mon corps en voie de décomposition. Je pense vraiment pas laisser son travail. Et même ceux qui passent toute une réunion, la tête baissée, à dessiner des formes imbriquées les unes dans les autres dans leur agenda, là, ou des animaux imaginaires, viennent souvent me voir à la fin pour me remercier d'avoir été la seule personne dans la pièce à avoir tenu des propos cohérents. Et même Bobby Williams m'accorderait ça. Alors je pense vraiment pas que tu aies des raisons d'avoir peur. Peur de quoi? Parce que forcément, ce genre de rumeur déstabilise. Je n'ai pas peur. Alors pourquoi souris-tu? Moi, je souris. Tu sais bien que tu souris. Je me rendais pas compte que je souriais. Je souris toujours? Tu le sais bien. Alors je dois sourire malgré moi. Ou peut-être que je souris parce que je te regarde dans un de tes costumes et que je me souviens à quel point je t'aime. Mais enfin, écoute, qu'est-ce qui te fait penser que je l'ai chassé de mes pensées? Pardon? Pourquoi dis-tu que son histoire est ridicule? Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai effacé Mohamed de mes pensées? Chasser qui? L'écrivain Mohamed. Qu'est-ce qui te fait penser que je l'ai chassé de mes pensées? Eh bien, ce n'est pas le cas. Oui? Non? Non, pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne souris plus? Ah bon? Oui. Vraiment? Oui. Je vais te dire une chose qui va te faire rire. Tu sais, ce matin, quand je suis arrivé à mon immeuble, eh bien, ma carte ne passait pas. Alors j'ai essayé, hein. Encore et encore, mais elle ne passait pas. Alors j'ai frappé à la vitre, et la seule personne présente à cette heure matinale était une femme de ménage. Alors la femme de ménage s'est approchée de la vitre, et non, je t'ai raconté ça.
Je te l'ai raconté, non? Continue. Je te l'ai déjà raconté. Raconter quoi, La vraiment? femme de ménage qui s'est approchée de la vitre quand j'ai montré ma carte. Oh, ça. Je te l'ai raconté? Oui. Non? Alors, pourquoi me dis-tu de continuer? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Où vas-tu? Je vais mettre ça en lieu sûr. Ça ne t'ennuie pas à force? À traduire? Ça ne t'ennuie pas Bien sûr à que force ça m'ennuie parfois. Les gens n'écrivent pas que des choses intéressantes. Et même les textes intéressants comme celui-ci peuvent être fastidieux à traduire. D'un autre côté, j'ai l'avantage de rencontrer des auteurs. Et certains sont de vrais personnages. Ils m'invitent à dîner, me présentent à leur famille. D'autres sont plus discrets. Ce sont des crabes. Dès que tu soulèves la pierre sous laquelle ils se cachent, ils filent en trouver une autre. Tu es obligé de rester debout derrière moi, comme ça. Ainsi, tu n'es jamais tenté Tenter de faire quoi? d'écrire quelque chose toi-même? Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Où vas-tu? C'était la sonnerie de l'entrée. Quelle sonnerie? Je l'ai pas entendue, tu es sûr? Je suis presque certain d'avoir entendu la sonnerie. Je vous en prie. Je suis certain que vous ne la dérangerez pas. Elle est justement là, regardez, dans le jardin à travailler. Je ne veux déranger personne. Je ne pense vraiment pas que ça la gêne, n'est-ce pas? Quoi donc? Voici... Pardon. Jenny. Voici Jenny. Je m'appelle Jenny. Bonjour. Puis-je vous apporter quelque chose, Jenny? Quelque chose à boire? Oh non, je ne peux pas rester. Je me demandais juste si nous pouvions parler un instant. J'en serais ravie. Laissez-moi juste rentrer ces affaires. Je le ferai si tu veux. Non, reste là et parle avec Jenny. Donc, vous êtes infirmière? Oui, Vous avez toujours été infirmière? oui. Je suppose que de nombreux infirmiers sont des hommes. De nombreux infirmiers, vous avez raison, sont des hommes. Mais un nombre considérable d'infirmiers, peut-être la majorité des infirmiers en fait, sont des femmes. Pas possible. Aussi. Mais vous devez être soumise à un stress immense. Nous sommes tous, oui, hommes et femmes, soumis à un stress intense. Et parfois, le stress est tellement intense que... Mais ce jardin est tellement beau. Je le vois de ma fenêtre. Je vois souvent vos enfants courir dans tous les sens, criant et hurlant. Je me dis souvent que c'est extraordinaire de voir un jardin comme le vôtre, avec des enfants qui courent dans tous les sens, criant et hurlant, juste là, en pleine ville. Notre jardin n'est-il pas comme tous les autres jardins? La ville est certainement remplie de jardins de ce genre. Un bout de gazon bordé de quelques plantes dont typiquement nous ne connaissons pas le nom. Je ne vous suis pas très bien. Bien sûr qu'il y a des jardins semblables. Mais là, je suis dans votre jardin, au beau milieu de votre jardin. Là, à cet instant, sur ce bout de gazon, je m'aperçois que votre jardin est véritablement unique.
Nous nous connaissons, n'est-ce pas? Je vous ai vu quelque part. Étais-je chez l'opticien? Ou bien je sais ce que c'est. Penché au-dessus du congélateur du supermarché, fouillant carrément dans les paquets de légumes surgelés, examinant le brocoli, fouillant carrément, c'était vous. Seulement vous portiez un costume, vous deviez rentrer du travail. Oui. Faisant quelques emplettes en rentrant du travail. Oui. Et aussi, Vous avez raison. je suis certaine de vous avoir vu, oui, debout derrière une fenêtre de l'étage. Vous avez raison. Car lorsque vous avez ouvert la porte, je me suis dit, j'ai déjà vu ce visage au supermarché ou quelque chose, ou debout derrière une fenêtre de l'étage, l'air un peu triste. Puis-je prendre votre manteau? Oh non, je ne peux pas rester. Je travaille. Je voulais pourtant parler à votre femme. Je vais l'appeler. S'il vous plaît, n'élevez pas la voix. Ça m'effraie. Eh bien, dans ce cas, je vais la chercher. Vous vouliez me parler? Oui. À quel sujet? Hmm. À quel sujet? Vous semblez étonné que je veuille vous parler, mais en fait, nous sommes voisines. Et même si votre maison est bien plus grande que mon minuscule appartement, nous nous intéressons tout de même, ou du moins je l'imagine, tout de même aux mêmes choses. L'éclairage des rues, les sens uniques, les niveaux de bruit, etc. Non seulement ça, mais nous sommes toutes les deux des femmes, ce qui signifie, ma foi, je l'espère, que contrairement aux hommes, nous sommes heureusement capables de délimiter notre territoire sans avoir à pisser dessus au préalable. Est-ce que je vous connais? Je m'appelle Jenny. Je vous ai dit qui je suis. Nous sommes voisines. Vous m'avez probablement vu monter dans ma voiture, ou, comme votre mari, là, observer alors que j'enlevais mon uniforme le matin, après être rentrée complètement épuisée de l'hôpital, à une heure où la plupart des gens se lèvent et écoutent leur petit déjeuner en écoutant la radio. En fait, je pourrais sans doute m'endormir sur place à ce moment-là. Mais ce que je préfère, c'est me pelotonner dans un fauteuil avec une belle tranche de pain grillé ou un bel œuf et regarder un de ces vieux films en noir et blanc à la télé. Aujourd'hui, par exemple, il y avait celui où Humphrey Bogart prétend être amoureux d'Audrey Hepburn, mais finit par l'aimer réellement. Réellement et véritablement. Après ça, eh bien, vous l'avez certainement entendu, j'aime jouer un peu de piano. Je joue pas trop mal du piano. Enfant, je prenais ça très au sérieux et je m'échauffe toujours en faisant des gammes, des trucs de genre. Mais ce qui est drôle, c'est que même en jouant correctement toutes les notes et en ayant bien compris avec quelle intensité le compositeur a pu imaginer la chose, il n'y a aucune vie dans ma façon de jouer. C'est mort émotionnellement parlant. Car vous savez ce que ça donne lorsque le soleil se reflète sur l'écran de la télé, de sorte que l'image disparaît et qu'on ne voit plus que la surface vitrée? Eh bien, c'est comme ça que je joue. Dur et sans couleur. Oh, je ne dis pas que si vous m'entendiez dans la rue un jour d'été, alors que mes fenêtres sont ouvertes, vous ne penseriez pas « oh, exquis ». Mais si vous vous arrêtiez et commenciez à écouter, commenciez vraiment, vraiment à écouter, alors l'expression de votre visage tournerait, oh oui, croyez-moi, à l'effroi. Le même air que je vois sur le visage d'un patient, quand on lui annonce que la tumeur qui se développait dans ses poumons s'est maintenant propagée au cerveau. Une sorte de durcissement ici autour des yeux, car bien sûr, à ce stade, la mort, je suis sûre que vous le savez tous les deux, est inévitable. Mais bon, je ne suis pas venue ici pour parler de mon jeu de piano. Non. Bien sûr que non. Alors, pourquoi êtes-vous... Oui, Alors, pourquoi êtes-vous... oui, venue. Pourquoi je suis venue? Exactement. Pour me parler. Hein? Pour me parler. C'est ça. Je vais prendre votre manteau... N'approchez pas. Pardon? Je dis ne m'approchez pas. Je vais vous expliquer. Je travaille dur. Ça me fatigue. J'ai du mal à dormir. Mon mari est parti à la guerre. Oh, pas pour tuer, bien sûr que non. Il est médecin. Il a un revolver, car tous les soldats ont un revolver. Mais vous ririez si vous voyez le tout petit revolver qu'il donne aux médecins, pas du tout adapté pour tuer les gens avec. Pas le grand nombre de gens qu'il faut tuer dans une guerre. C'est une guerre secrète. Je ne peux pas vous dire où elle a lieu, car je mettrais des vies en danger. Mais je peux vous dire que ce qu'ils font maintenant dans la guerre secrète, c'est qu'ils attaquent une ville, la pulvérisent, oui, transforment cette ville, les places, les boutiques, les parcs, les centres sportifs et les écoles,
transforme le tout en une fine poussière grise. Car, et j'ai la parole de mon mari là-dessus, toute la population de cette ville doit être anéantie. Pas par lui, bien sûr que non, il est médecin. Mais quoi qu'il en soit, la ville doit être pulvérisée afin que les soldats, nos soldats, puissent y entrer sans danger et tuer les gens qui restent. Je veux dire, les gens qui s'accrochent encore à la vie. Car c'est étonnant comme les gens peuvent s'accrocher à la vie. Je suis infirmière, je vois ça tous les jours. Je vois des gens qui s'accrochent à la vie presque tous les jours. Et c'est pareil, selon mon mari, dans cette ville. Des gens dans toutes sortes de coins inattendus qui s'accrochent à la vie. Donc les soldats, ce que les soldats ont à faire, c'est qu'ils doivent y entrer et tuer les gens qui s'accrochent à la vie. Et juste pour que les choses soient bien claires, ils ont des cartons bleus, et sur ces cartons, c'est ce qui est écrit « tuer ». Et je sais ce que vous pensez. Vous pensez, ça doit être assez facile de tuer des gens qui ne font que s'accrocher à la vie. N'importe quel imbécile pourrait le faire, pensez-vous? Ça doit être comme quoi? Faire le tour de chez vous avant de partir en vacances, débrancher les prises, mais non. Ah, bon, non, car vous voyez, et j'ai la parole de mon mari là-dessus, les gens qui s'accrochent à la vie sont les plus dangereux de tous. Mettons que vous êtes un des soldats, et vous patrouillez dans une rue, et vous remarquez une plaque d'égout béante, et cette conduite mène à une canalisation. Alors, vous entrez dans la canalisation. Vous entrez dans la canalisation car vous pensez... peut-être qu'il y a de la vie dans cette canalisation. Peut-être qu'il y a des gens qui s'accrochent à la vie dans cette canalisation. Mais oui, écoutez, des bruits de grattement, des bruits de succion, des signes de vie dans l'obscurité, car c'est très sombre, bien sûr que ça l'est, tout en bas, profondément enfoui sous la ville, dans la canalisation. Alors vous abaissez vos lunettes à infrarouge sur vos yeux, et vous pouvez voir, oui, réellement voir, selon mon mari, dans la canalisation. Vous pouvez voir tout ce monde gris vert à l'intérieur de la canalisation en vous servant de vos lunettes dans l'obscurité. Eh oui. Regardez, voici les signes. Voici les signes des gens qui s'accrochent à la vie. Des chiffons, du sang, des gobelets à café, et la puanteur, bien sûr. Je suis infirmière, je la sens tous les jours. La puanteur particulière que produisent les gens quand ils s'accrochent et s'accrochent à la vie. Et alors, les voilà. Soudain, comme on dit dans les livres, les voilà. Une femme vert fluo, avec un bébé gris fluo à son sein, juste là, au bout de la canalisation, en train de téter. Une femme qui donne le sein. Alors le soldat se dit, putain de merde, putain de saloperie de merde. Je peux pas juste et bien tuer. Je peux pas tuer une mère avec un bébé au sein, putain de merde, saloperie de putain de merde. Je sais ce que je vais faire. Je vais sortir mon carton bleu et je vais vérifier le règlement. Je vais regarder ce que ça dit là-dessus au sujet des mères et de leurs bébés dans le règlement. Alors il attrape son carton bleu pour vérifier le règlement. Et c'est à ce moment-là qu'il lui tombe dessus. Ces salopards enragés qui s'accrochent à la vie dans la canalisation. Des fomenteurs de terreur enragés, sans scrupules, qui ne reculeront devant rien pour rester en vie. Se serviront d'un mère et son bébé, simplement pour rester en vie. Une brique fend le crâne du soldat. Et la dernière chose que voit le bébé, alors que sa mère se sert de son doigt pour faire glisser son téton hors de sa bouche, c'est un couteau de cuisine assis, et j'ai la parole de mon mari là-dessus, un petit couteau à lame d'acier en dents de scie, utilisé pour extraire le cœur du soldat, vous voyez? J'ai dit, vous voyez? Eh bien... Alors? Oui, bien sûr. Non, enfin, voir quoi? Voir quoi exactement? C'est pas à vous que je parle, restez en dehors de ça. Voir quoi, Jenny? Comme c'est difficile de dormir. Ah! Bah comme c'est difficile, oui, pour moi de dormir dans la journée avec tout ça dans la tête, quand vos enfants courent dans tous les sens en criant et hurlant, vous voyez. Quoi? Vous voulez que je les enferme à l'intérieur? Le pourriez-vous? Quoi? Pourriez-vous les enfermer à l'intérieur?
Bien sûr que non. Bien sûr que nous ne pourrions pas enfermer nos enfants à l'intérieur, le pourrions-nous? Bien sûr que non. Alors où sont-ils maintenant? Il joue dans la salle de jeu. C'est ça, ils jouent dans la salle de jeu. Enfermés. Non, Enfermés à l'intérieur de la salle de jeu. non. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous enfermons nos enfants dans la salle de jeu, Jenny? La salle de jeu n'a même pas de clé. Il n'y a pas de serrure, encore moins de clé. Je pense qu'il y a une serrure. Vraiment? Je pense que oui, il y a une serrure. Mais le fait est que... Je vais aller vérifier. Que quoi? Tu me fais douter, je vais aller vérifier. J'ai peur qu'il ne soit devenu ainsi depuis qu'il a perdu son travail. Il s'ennuie et cherche toujours quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il voulait prendre votre manteau, pour se sentir utile. Et bien sûr, en vous le rapportant, il ne se serait pas contenté de vous le donner, oh non! Désormais, il tient mon manteau en l'air en attendant de moi que je glisse mon bras dans la manche avec reconnaissance, comme les personnages de ces vieux films dont vous parliez. Et bien sûr, étant un homme, il les fait jouer à des jeux. D'horribles jeux bruyants, les fait hurler, crier, s'égosiller, les balance en l'air, faisant semblant, je déteste ça, je suis incapable de regarder, de les lâcher pour qu'ils tombent sur la tête alors qu'ils préféreraient naturellement regarder la télé ou observer un merle ou sinon en train de construire son nid. Vous avez raison, Jenny, nous sommes des femmes. Nous n'avons pas besoin de donner des coups de poing sur la table pour nous faire entendre et ce que vous dites est tout à fait raisonnable. Et vu que l'été arrive, naturellement, c'est encore pire. Car si vous fermez vos fenêtres, vous ne pouvez pas respirer. Et si vous les ouvrez, ce que je comprends très bien, même quand les cris et les hurlements s'arrêtent, si ça s'arrête, au lieu de vous endormir, vous restez couché là, attendant que ça recommence, même si ça n'arrive jamais, une sorte de torture, vraiment. Je ne vois pas de solution, Jenny. Je peux demander à mon mari quoi? De couper ses ongles de pied? Je peux détourner la tête si je ne veux pas être embrassée, bien que ce soit évidemment plus dangereux. Mais ce que je ne peux pas faire, Jenny, c'est lui demander de ne pas jouer avec ses propres enfants dans la journée, alors qu'il n'a pas de travail, dans son propre jardin. Alors quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a rien que je puisse faire. Je suis vraiment désolée. Incroyable! Quoi donc? Ils sont effectivement enfermés. Que veux-tu dire? Mais t'avais raison, il y a une serrure. Ils se sont enfermés eux-mêmes à l'intérieur. Et ils ont trouvé une clé. Quelle clé? Eh bien, ils ont dû en trouver une. Que leur as-tu dit? Eh bien, je leur ai dit d'ouvrir immédiatement la porte. Ils ont trouvé une clé? Je peux seulement imaginer qu'elle se trouvait sous la moquette. Ils ont dû soulever la moquette et trouver une clé. Oui. Les petits diables. Oui. Que leur as-tu dit? Je te l'ai dit. Je leur ai demandé de sortir. Je leur ai demandé à quoi ils croyaient jouer. Je leur ai demandé s'ils se rendaient compte à quel point c'était dangereux de soulever la moquette et s'enfermer dans une pièce. Car maintenant, leur ai-je dit, maintenant, même si vous arrivez à déverrouiller la porte, rien ne garantit que vous pourrez ouvrir la porte, car elle sera coincée par la moquette. Et vous serez pris au piège, ai-je dit. Vous serez pris au piège dans cette salle de jeu. Et si l'un d'entre vous a un accident là-dedans, se coupe, par exemple, et se met à perdre du sang, alors comment est-ce que maman et papa pourront faire pour vous aider? Qu'ont-ils dit? Rien. Tu es sûr qu'ils sont là-dedans? Bien sûr qu'ils sont là-dedans, la porte est fermée à clé. Elle veut dire qu'ils auraient pu fermer la porte à clé de l'extérieur puis ficher le camp. Je sais très bien ce qu'elle veut dire. Hein. Je n'ai pas besoin de vous pour m'expliquer ce qu'elle veut dire. Mais le fait est que j'ai entendu leur voix et que s'ils n'ont pas ouvert cette serrure d'ici, qu'est-ce qu'on va dire? 45 secondes? Tu as l'air bizarre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bizarre?
Oui? Qu'est-ce que tu fais? Tu as passé plus d'1 heure au téléphone. Vraiment? Désolée, je parlais à l'un de mes écrivains. Il m'invite à Lisbonne en octobre. Tu voulais te servir du téléphone? Octobre. Oui? Enfin, je dis l'un de mes écrivains, mais il s'agit du même écrivain, celui que j'ai rencontré à la gare. Mohamed, tu te souviens? Il avait perdu son enfant. Bref, il organise une conférence sur la traduction, et il m'a demandé de proposer un article. Mohamed. Oui, tu ne te souviens pas. Il avait perdu son enfant, Noël dernier. Il ne fera pas trop chaud? J'aime la chaleur. Tu veux dire à Lisbonne? Oui. J'aime la chaleur, tu le sais? Il y a quelque chose d'anormal? Non. Alors ça veut dire quoi cet air que tu prends? Ça veut dire que je réalise soudain à quel point je t'aime. Ah bon? Oui. Tu réalises soudain? Oui. Va te faire foutre. Quoi? J'ai dit, va te faire foutre. Tu dis que tu m'aimes seulement parce que tu te sens morveux et que tu espères qu'en disant que tu m'aimes, tu auras le sentiment d'être une meilleure personne que tu n'es vraiment. Au contraire, je dis je t'aime parce que je suis content de moi. J'ai une très bonne nouvelle. Ah? Oui. En rapport avec le travail? Oui. Tu as trouvé du travail? Oui. J'ai trouvé du travail. N'es-tu pas contente pour moi? Je suis très contente pour toi. Est-ce qu'il ne va pas? Embrasse-moi. Non? Serre-moi la main. Non? Pourquoi? Pas maintenant. Il fait chaud. Bon alors, comment est-ce arrivé? Tu ne veux pas m'embrasser? Pas maintenant, pas quand il fait chaud. Je croyais que tu aimais la chaleur. Quoi? C'est vrai que j'aime la chaleur, bien sûr que j'aime la chaleur, mais pas qu'on m'embrasse quand il fait chaud, c'est tout. Dans ce cas, je suis désolé. Ne t'excuse pas, impose ta volonté. Quoi? Impose ta volonté? Tu veux dire que je te force à m'embrasser? Comment pourrais-tu me forcer à t'embrasser? Je pourrais m'approcher de toi. Je pourrais te forcer. Oh? Oui. Comment t'y prendrais-tu? Je vais te montrer. Je vais m'approcher de toi et je vais te forcer. C'est simple. Vraiment? C'est vraiment très simple. Je vais m'approcher de toi et je vais te forcer à m'embrasser. Alors vas-y. Si c'est ce que tu veux. Alors vas-y. C'est ce que tu veux. Pourquoi le voudrais-je? Quel genre de femme voudrait cela? Jeannette? Qui? Jeannette? C'est ce que tu veux? Ça ne sert à rien de me demander ce que je veux. Tu dois imposer ta volonté. Tu dois imposer ta volonté. Ou bien tu seras éjecté. Tu seras éjecté par la baie vitrée avant même d'avoir pu installer notre photo sur ton bureau. Car le monde a changé. Oh oui. Et tu vas devoir être beaucoup plus fort que ça. Je suis beaucoup plus fort que ça. Alors prouve-le. Non. Et d'abord, comment est-ce arrivé? Comment tout cela est-il arrivé? Comment es-tu parvenu à trouver ce travail ou peu importe ce que c'est? C'est une très longue histoire en fait. Et je me souviens pas si je t'ai raconté ce qui est arrivé à la fin de l'année dernière. Mais à la fin de l'année dernière, quand la restructuration a commencé, Jeannette s'est fait élire au conseil d'administration. Et la première chose qu'elle a faite en sa nouvelle qualité de membre exécutif a été de façon très inattendue de forcer Bobby Williams, mais je pense que je t'en ai parlé, à démissionner. Et au début de la nouvelle année, je t'ai peut-être pas dit qu'on avait retrouvé Bobby mort dans une chambre d'hôtel à Paris, où il avait dit à sa famille qu'il se rendait pour un entretien d'embauche. Bref. Peu de temps après l'enterrement, c'était quand? En mars. J'étais allé un soir au supermarché pour acheter de la viande. Et comme je trouvais pas la quantité de viande que je voulais au rayon préemballé, je parle de cette barquette en plastique sur laquelle ils mettent la viande sur des petits coussins absorbants. J'ai dû me rendre au comptoir de boucherie. Et il y avait quelque chose de très familier chez l'homme qui se tenait derrière le comptoir. Il s'est avéré que nous étions allés à l'école ensemble. Je sais! Oui, incroyable! Ah, je savais pas qui il était lui, mais il m'a reconnu tout de suite. Il m'a dit je vois bien que tu te souviens pas de moi, mais je sais qui tu es toi. Hein. Je t'ai reconnu tout de suite. T'es Christopher. Nous étions dans la même école. C'est le chapeau. J'ai dit comment ça le chapeau? Il me dit personne ne me reconnaît avec ce chapeau. Alors il a enlevé le chapeau, un de ces trucs informes en mousseline qu'ils leur font porter au supermarché, et je me suis concentré sur ses yeux, et j'ai pris conscience qu'il y avait effectivement quelque chose de très familier dans le regard de cette personne.
Alors je lui ai dit, ah oui, t'as raison, je me souviens bien de toi, mais je suis désolé, même sans le chapeau, je me souviens pas de ton nom. Et il m'a dit, inutile de t'en souvenir, hein, mon nom est écrit là. Et ce qu'il voulait dire, bien sûr, c'est qu'il portait un badge, et sur ce badge, il y avait Sam. Bien sûr, Sam! Sam de l'école, nom de Dieu! Alors je lui ai demandé comment ça allait, comment la ville traitait, ce qui était vraiment stupide, car je voyais bien que la ville traitait comme de la merde. Portant un badge et affumé d'un chapeau ridicule, mais non. Oh non, la ville traitait bien, m'a-t-il dit. La paie et les conditions de travail étaient bien au-dessus de la moyenne. L'ambiance était sympathique. Il y avait de généreux rabais pour les employés, la sécurité de l'emploi, de bonnes possibilités d'avancement. Il n'avait pas à se plaindre. Et moi? Alors je lui ai expliqué que j'étais... Enfin, quel est le mot? Il s'est changé, il a passé un sous-vêtement bleu marine, et nous voilà assis dans un pub. Il me paye un verre et il me dit, tu te souviens sûrement pas du jour où tu m'as craché dessus? Craché partout sur ma figure, craché partout sur mes vêtements. Tu m'avais coincé dans la classe avec ton copain, tu m'avais craché dessus. Tu t'en souviens sûrement pas, Christopher. Tu te souviens sûrement pas que tu m'avais craché dans les cheveux. Santé! Nous sommes assis dans le pub. Nous avons bu quelques verres. Il y a... moi? Il y a Sam. Et... à présent, il y a également Phil, le copain de Sam. Il travaille dans l'entrepôt, il conduit un chariot élévateur. Qui est ton ami? Dit Phil. Ah, ça, dit Sam. Ah bah ça c'est mon camarade de classe Christopher. Alors niqué sur toute la ligne, perdu son boulot, ce trou du cul. Passe-moi l'expression. Ah bah désolé de l'apprendre, mon pote. Oh bah t'as pas vu Indy? Pas encore arrivé? Peut-être que c'est le vol, peut-être qu'il y a du brouillard, elle vient d'où? Abu Dhabi, hein, mais couille s'il y a du brouillard là-bas! À quoi elle joue? Donne-lui une chance, une belle fille comme ça! Bon, écoute, je suis tout seul là, je suis dans le pub, j'ai descendu quelques verres, et Indy arrive. Je la reconnais au logo sur sa veste, la jupe, la petite valise à roulettes, tout le bazar. Indy, je lui dis, Phil est parti, je suis vraiment désolé, mais il voulait pas attendre. Je vous demande pardon? Dit Indy, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Où est Phil? J'essaie alors d'expliquer à propos de la viande, à propos du Sam de l'école. Les yeux, le chapeau blanc, bien traité, pas à se plaindre. Et elle me regarde... Ah, comme ça? Comme tu me regardes en ce moment. Le même mépris. Cette fille, là, Indy, le même mépris. Comme elle regarde les hommes en classe affaires quand ils commandent du champagne. Elle lui touche le bras et commande du champagne à l'attention des filles pour lesquelles ils ont quitté leur femme. Des hommes aux cheveux argentés qui observent la rivière se transformer en filaments. Des villes se transformer en cartes. Des océans entiers se transformer en un champ d'étincelles. Mépris total! Oui, comme ça, là, comme toi, là. Ce regard, là. Mais enfin! Qu'est-ce que tu essaies exactement de me dire? Écoute, je pars juste à Lisbonne pour quelques jours, ce ne sera pas avant octobre. Ça ne te méprise pas, bien sûr que non. Et pourquoi devrais-tu te soucier de l'opinion d'une parfaite inconnue dans un pub? Ce n'est pas comme si tu allais la revoir. Non. Tu vas la revoir? Non. Non. Alors cesse d'y penser. Je n'y pense pas. Bien, car tu devrais cesser d'y penser. Eh bien, c'est le cas. Je suis si heureuse pour toi. Ah? Quelle excellente nouvelle. Oui. Tu es complètement transformée. Oui. Ah bon, c'est vrai? Tu es complètement transformée. Tu es beaucoup plus... Vraiment? Bien sûr que tu l'es. Plus quoi? Plus confiant. Vraiment? Bien sûr que tu l'es. Regarde-toi. Plus confiant. Oui, regarde-toi. Beaucoup plus confiant. Tu es un autre homme. Eh bien, ne te sens-tu pas un tout autre homme? Oui? Ton attitude a complètement changé. Oui. Même ta façon de te tenir debout. Oui. Oui, je suppose que tu as Parce que, raison. voyant les choses en face, tu as été insupportable. Tu as tout chamboulé dans cette maison, criant et claquant les portes sans arrêt depuis Noël. Je ferme toutes les fenêtres, mais en vain. Enfin, comme tu le sais, même les voisins viennent se plaindre en vain qu'ils ne peuvent pas dormir. Et je les vois observer les enfants, se demandant s'ils n'ont pas d'hématomes sous leur déguisement.
Quand j'essayais de travailler, tu t'asseyais de l'autre côté de la table pour dresser des listes de courses. Ou bien tu te tenais derrière moi, critiquant les mots que je choisissais. Tu avais presque cessé de t'intéresser au sexe. Et quand tu t'y intéressais, ça ressemblait à une proposition commerciale ou un prêt bancaire, pardonne-moi, négocié par téléphone. Mais maintenant... Oui. Mais maintenant... Tu as raison. Mais maintenant... Maintenant quoi? Car j'appréhendais l'été. Mais maintenant... Ton attitude a complètement changé. Même ma façon de me tenir debout? Oui. Même l'apparence des arbres? Même les roses ont changé? Oui. Même les pensées. Tu sais ce qu'on devrait faire? Quoi donc? On devrait fêter ça. On devrait tous prendre la voiture pour fêter ça. On devrait tous partir à contresens sur l'autoroute et fêter ça, tu crois pas? Ou bien je sais, inviter quelqu'un à passer. Qui? Des gens qu'on connaît, des amis. Bobby par exemple. Comment ça, Bobby? Bobby Williams, l'inviter pour fêter ça. Lui demander d'amener Jeannette. Je trouve pas ça drôle. Ah, c'est un ami, hein. C'est quelqu'un qu'on connaît. donc. Arrête. Car il y a un certain nombre de choses, chérie, que je comprends pas très bien. Et certaines d'entre elles sont des choses que je comprendrai jamais. Et je suis très content qu'il y ait des choses que je comprendrai jamais. Mais l'une des choses que je comprends pas, que je voudrais vraiment comprendre, c'est pourquoi tu dis qu'il fait chaud? Car... Enfin, tu fais-tu des arbres et tout ça? Alors vas-y. Je vais, tu as raison, imposer ma volonté. Alors vas-y. Est-ce que tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Pourquoi pleures-tu? Parce que je suis en colère. Je comprends pas. Tu riais. Il y a juste un instant, tu riais. Des hématomes? Pourquoi tu dis cela? Pourquoi est-ce que quiconque imaginerait qu'on ferait du mal à nos enfants? Nous aimons nos enfants, c'est l'amour qui les a fait naître au monde. C'est pas vrai, ça peut-être? Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas raisonnable. Où vas-tu? Je vais regarder la télé. Mais je croyais que tu voulais fêter ça. Je vais passer l'aspirateur et ensuite je regarderai la télé. Mais tu ne m'as même pas dit quel était ce travail.